Bien, il est toujours très difficile de démarrer un webinaire puisque les gens continuent de s'inscrire et de nous rejoindre, mais nous allons cependant démarrer puisque nous avons donc un certain nombre d'intervenants qui aujourd'hui sont présents à mes côtés pour justement pouvoir accompagner les échanges sur cette thématique. Alors, je vais peut-être commencer par me présenter. Donc, Malika Alouani, adjointe auprès du DRAN de la région académique Île-de-France Pierre Coty. Donc, j'ai l'honneur d'être accompagnée ici par plusieurs intervenants et également par Anissa Benfadel qui s'était déjà présentée dans le chat. Donc, n'hésitez pas à activer le chat pour que vous puissiez donc à la fois poser vos questions qui seront relayées et qui pourront servir notamment sur la deuxième partie de notre temps d'échange. Voilà, donc on va pouvoir démarrer en reprécisant peut-être le contexte de ce webinaire. Alors, il s'inscrit dans le cadre des groupes thématiques numériques pilotés par la direction du numérique au ministère. Il est porté par l'Université de Nantes au travers de la chaire UNESCO, RELIA, ressources éducatives libres et intelligence artificielle. Donc, c'est elle qui porte ce GTNUM en collaboration avec des académies. Donc, il mobilise également d'autres partenaires, comme vous le voyez sur le slide, à savoir Canopé, Vitascience, la Lilo et l'Institut méditerranéen des sciences de l'information et de la communication, l'IMSIC. Donc, parallèlement à ces partenaires, nous avons aussi des académies partenaires, 3 en l'occurrence, l'Académie de Nantes, de Marseille et de Nice, qui ont déjà de leur côté animé des webinaires. Donc, celui-ci s'inscrit dans la continuité de ces premiers webinaires organisés. Et tous, nous sommes engagés dans un travail collaboratif pour répondre à un seul et même enjeu qui concerne les IA génératives et les grands modèles de langage conversationnel afin d'en identifier les impacts sur l'éducation, sur les acteurs de l'école et sur les modalités d'enseignement. C'est ce qui nous a mobilisés à travailler ensemble autour donc, de ce GTNUM. Et donc aujourd'hui, ce qui va mobiliser davantage notre attention, ça va être de pouvoir questionner la manière d'accompagner au mieux nos acteurs sur le terrain concernant donc ces IA génératives. Donc dans cette perspective, moi j'ai donc l'honneur d'animer ce temps d'échange avec des invités mobilisés sur ces questions et que je remercie d'ailleurs au préalable de leur présence à nos côtés pour pouvoir justement enrichir nos propos, nous alimenter et nous éclairer sur voilà, des pistes éventuellement de mise en œuvre ou autres. Donc l'intervention d'aujourd'hui, elle a plusieurs objectifs. D'abord de rappeler en effet les enjeux qui entourent la question de l'IA et d'en comprendre les répercussions sur l'activité d'apprenant de nos élèves et l'activité d'enseignement des professeurs. C'est en cela que M. Jonas Hérin, inspecteur général, a été sollicité et son regard en tant qu'expert de haut niveau sera précieux pour nous accompagner. La présence du ministère au travers de Stéphane Guiraud, chargé de mission sur les questions de l'IA, pourra également nourrir des points d'attention sur le sujet et on le remercie aussi d'être parmi nous aujourd'hui. Enfin, il nous semblait important, à travers ce GTNUM, d'aller chercher aussi des acteurs de terrain et d'aller voir au plus près du quotidien des établissements ce qu'il se passe en termes d'accompagnement. Et donc, mesdames les chefs d'établissement, vous allez pouvoir donc nous immerger dans le réel de votre établissement à travers des mises en œuvre concrètes. Et en l'occurrence, donc, je vous remercie aussi d'être à nos côtés aujourd'hui. Mais bon, accompagner, c'est aussi former. Et là, il nous a semblé aussi pertinent d'aller chercher l'activité d'un formateur qui travaille en équipe, bien sûr, mais qui a mis en place un certain nombre de scénarios, de déroulés pédagogiques pour justement acculturer, sensibiliser à cette question de l'IA et aux impacts que cela peut avoir dans le système éducatif et dans l'enseignement et dans la classe au quotidien. Donc voilà. Nos échanges donc, vont s'articuler donc, sur un temps d'exposé de tous nos intervenants ici présents. Et ensuite, on a essayé d'identifier dans nos travaux de réflexion des problématiques qui nous reviennent régulièrement, très systématiquement, à savoir des questions autour de des impacts de l'IA et sur l'évaluation notamment. Donc, on aura un deuxième temps à la fin des interventions sur justement cette question de l'évaluation et également de la transparence des usages de l'IA. Voilà, donc
On va pouvoir donc initier donc ce webinaire sur cette thématique, comment accompagner les établissements vers l'appropriation de l'IA pour enseigner. Et on commencera donc, comme je viens de le citer, par Monsieur Jonas Hérin, qui va pouvoir donc, en l'occurrence, nous dire en quoi aujourd'hui les IA génératives re-questionnent l'école. Que doit-on comprendre de ces technologies au final, et quels sont les enjeux pour les cadres et les professeurs? Merci pour vos propos introductifs qui vont permettre de poser donc le contexte de ce webinaire. Merci beaucoup, Madame Alouani, pour vos propos introductifs. Je suis ravi de pouvoir partager ce temps de réflexion avec vous tous autour de ce sujet qui est un sujet qui n'est plus nouveau, puisque c'est un sujet dont on parle maintenant régulièrement depuis au moins 2 ans, si ce n'est davantage. J'aimerais simplement rappeler en quoi c'est un sujet qui est absolument déterminant. Tout d'abord, il faut replacer la question de l'irruption des IA et en particulier des IA génératives à la hauteur de ce que c'est-à-dire une véritable rupture technologique. C'est quelque chose que l'on compare avec l'arrivée de l'imprimerie. L'arrivée de l'imprimerie, c'est la possibilité de pouvoir stocker la connaissance et de pouvoir la diffuser de manière asynchrone. Puis, ça c'est 1450. Puis, 1995, l'arrivée d'Internet et la possibilité théorique d'un accès universel au savoir. Et maintenant, on a un outil qui traite la donnée et qui traite l'information. Ça change tout parce que ça veut dire que, en théorie, avec cet outil, chacun d'entre nous est capable de concevoir lui-même son plan de formation, capable de se projeter lui-même dans une action sur la base d'une connaissance accumulée théoriquement universelle. Alors, on sait très bien que dans les faits, ça n'est pas tout à fait le cas, puisque les données qui fondent les systèmes d'IA que nous utilisons sont des données qui ont une vision distordue du monde, essentiellement centrée sur l'Amérique du Nord et sur l'Europe. Mais pour autant, ce sont des outils qui sont extrêmement puissants par la quantité de données qu'ils véhiculent. Et donc, il est essentiel de former les jeunes et l'ensemble de la population à ce que l'on appelle une littératie de l'IA. Et ça, la littératie de l'IA, ça devient désormais un enjeu fondateur de tout système d'éducation et de formation. Et c'est quoi la littératie de l'IA? La littératie de l'IA, c'est comprendre le fonctionnement de l'IA, c'est savoir utiliser les outils d'IA de manière pertinente et raisonnée, et enfin, pouvoir évaluer de manière critique ce que génèrent les IA génératives de manière à s'approprier le résultat et à l'adapter en fonction de ses propres objectifs. Et ça, c'est un élément qui est devenu incontournable pour l'accès à la connaissance et pour la construction de compétences, mais aussi de plans de formation, mais aussi de plans d'animation, mais aussi de gestion de projet, mais aussi d'insertion sociale et professionnelle. Et dès lors que cet outil est devenu incontournable dans la transformation du marché du travail et dans la façon dont nous percevons le monde, il est devenu également incontournable de le prendre en compte en formation initiale, à la fois des adultes et des enfants, pour faire en sorte que au moins 80% de la population soit en mesure d'utiliser ces outils extrêmement puissants de manière raisonnée. Pour le dire autrement, l'intelligence artificielle fonctionne autour des 3 I. Le I pour information, c'est-à-dire la question de la maîtrise de l'information, mais aussi de l'éthique de la donnée. Et quand on travaille avec des mineurs, aspect crucial, c'est la protection des données des mineurs. Le deuxième I pour inclusion. Ces outils ont vocation à nous permettre d'aller beaucoup plus loin dans la personnalisation de la réponse éducative, mais aussi dans la personnalisation de l'apprentissage et de la formation tout au long de la vie. Et enfin, le dernier I, c'est celui d'itinéraire réflexif et qui porte l'idée de la nécessité d'une culture collective, de l'adaptation permanente à un monde de l'incertitude, à un monde du changement,
dans un paysage technologique particulièrement volatile. Aujourd'hui, les outils, par exemple, auxquels nous avons accès et qui que nous pouvons utiliser gratuitement peuvent devenir payants le lendemain ou ne sont plus disponibles ou changent de forme ou changent de logique ou deviennent plus puissants et donc proposent de nouvelles interfaces. Donc, il faut s'adapter en permanence, sans compter la gestion évidemment renforcée des risques liés à l'usage de ces outils. Bref, ça change absolument tout dans la puissance d'outils qui permettent de traiter la donnée, donc de traiter l'information, fait que l'élève ne peut plus rester à la place où il était. L'élève devient maintenant médiateur de ses propres savoirs dans la salle de classe. Et donc, l'enseignant non plus ne peut plus rester à la place où il était. L'enseignant devient un ingénieur pédagogique qui accompagne l'élève dans l'intelligence que l'élève développe pour maîtriser l'apprendre à apprendre avec l'assistance d'outils. Et donc, ça décale l'ensemble de la chaîne. Et ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois de l'histoire de nos systèmes éducatifs, nous sommes arrivés à un point où nous sommes quasiment tous sur la même ligne, élèves, enseignants, cadres, et ça nous amène à davantage d'horizontalité dans la manière dont nous faisons évoluer l'offre éducative et surtout la réponse pédagogique pour arriver à trouver une meilleure adéquation entre l'évolution des besoins des jeunes, l'évolution des besoins en formation des enseignants et le pilotage des unités éducatives que sont les établissements scolaires, mais aussi la réflexion nécessairement intercatégorielle qu'il faut développer à l'échelle des bassins d'éducation dans les académies. En clair, avoir un système éducatif qui cible l'autonomie, ça n'est plus du tout suffisant. L'autonomie, c'est quand on travaille sans l'expert ou sans l'adulte, quand on parle d'enfant. Il faut qu'on aille 2 crans au-dessus. Au-dessus de l'autonomie, il y a l'indépendance. L'indépendance, c'est quand on est capable d'autonomie, mais qu'en plus, on est capable d'utiliser des stratégies pour planifier ce qu'on est en train de faire. Et le deuxième stade au-dessus qu'il faut viser, c'est le stade dit de l'agentivité, agency en anglais, qui est celui de l'agent social qui est capable d'agir sur le monde en étant porteur de valeurs collectives et en utilisant de manière pertinente toutes les opportunités que lui offre la technologie pour essayer d'accélérer son apprentissage et de s'épanouir dans un monde en pleine mutation. Voilà, je vais m'arrêter là pour un premier propos, mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est que c'est un peu la tectonique des plaques où tout bouge, où tous les acteurs sont amenés à évoluer dans leur rôle et à faire basculer l'éducation. Alors évidemment, j'ai pas parlé du pilotage de l'établissement, mais là aussi, il y a des mouvements incroyables qui se font avec l'idée et la nécessité d'installer une gouvernance de l'IA à l'échelle de l'établissement pour permettre aux chefs d'établissement d'accompagner des acteurs qui nécessairement seront en mouvement au regard des évolutions technologiques. Et cela offre des possibilités assez inédites dans la qualité de l'accueil que l'on peut proposer dans les établissements scolaires au regard d'une population dont on sait que les besoins sont de plus en plus divers et une population aussi qui fait preuve de moins en moins de consentement à un service public unitaire qui ne proposerait d'une seule voix, qu'une seule réponse unique. Ça ne fonctionne plus trop. Et donc, cette technologie peut nous aider à aller vers une réponse plus nuancée, de manière à faire en sorte qu'il y ait de nouveau une relance de l'adhésion à la réponse au service public d'éducation en général. Et un dernier mot pour vous dire que malgré tout, ces outils d'IA portent de nombreux paradoxes. Je vais en prendre 2. Ce sont des outils qui sont fondés sur des algorithmes qui pourtant doivent nous amener à des réponses nuancées et diversifiées. Premier paradoxe. Et le deuxième paradoxe, ce sont des outils que nous ne pouvons pas sur lesquels nous ne pouvons pas ne pas former les acteurs et dont on sait pourtant qu'ils sont particulièrement énergivores et donc qui entrent
par leur nature et par leur fonctionnement même, en contradiction avec la nécessaire transition écologique. Et donc, il faut arriver à utiliser la complexité de la situation comme une opportunité aussi pour sortir des discours simplificateurs et faire en sorte que nous acceptions collectivement d'embrasser cette complexité à travers ces outils qui nous offrent de nouvelles possibilités. Ouais, merci pour ces premiers propos qui replacent en effet l'école dans son enjeu de société et d'accompagnement justement à ces transformations. C'est très clair que l'école n'est plus un endroit sanctuarisé et fermé au monde. Au contraire, il doit être encore plus ouvert à justement ces évolutions pour pouvoir s'adapter. Et donc, toutes ces références à la capacité de développer l'agentivité de nos élèves est quelque chose d'important aussi, en effet, à avoir en tête. Alors, pour en revenir plus précisément donc à ces usages, puisque comme vous le dites, il y a déjà plein d'usages au niveau des cadres, des enseignants sur l'IA aujourd'hui, et on le constate nous au quotidien dans nos académies. Quelle est aujourd'hui, Stéphane Guéraud notamment, la position du ministère sur ces pratiques enseignantes et cadres, des cadres d'ailleurs? Merci Malika. Alors je ne sais pas si je peux prendre la main sur la présentation pour aller sur la diapo suivante. Normalement, Anissa, oui. Et encore la suivante, on va aller plus vite. Voilà. Toc, voilà. Alors je suis un petit peu dans une position un petit peu ambivalente aujourd'hui, puisqu'en fait je vais surtout redire un certain nombre d'éléments qui ont déjà été dits ces derniers mois, et tout simplement parce que il y a des annonces qui doivent se faire d'une manière. Alors on n'a jamais été aussi proche d'annonces sur l'IA. Vous savez tous qu'il y a un cadre des usages des IA, et c'est important de bien indiquer ce pluriel en éducation, qui ne concerne pas uniquement les enseignants, les élèves, mais aussi les cadres et aussi les agents. C'est vraiment un cadre des usages en général dans l'éducation. Alors, qui a fait l'objet depuis le mois de février d'une concertation assez large, donc avec les organisations syndicales enseignantes, mais aussi des cadres et justement des agents, les représentants des parents, très importants, des élèves, du comité national d'éthique des données, notamment avec la CNIL qui a été associée, du secteur EdTech qui a été aussi associé. Donc c'est vraiment une concertation très large qui a été voulue par le ministère, même si voilà, ça fait déjà presque un petit peu plus d'un an qu'on travaille sur ce document. Mais l'objectif, la volonté du ministère était véritablement d'associer tout le monde, et pour un sujet qui est vraiment d'une importance capitale, et en tout cas qui transforme l'éducation. Donc cette concertation a été véritablement bien reçue. L'objectif, c'est fixer un cadre, je vais y revenir. L'objectif aussi, c'est de faire évoluer ce document pour qu'il soit véritablement opérationnel. Donc il y aura des formes un petit peu de présentation différentes, et notamment par rapport au public. L'objectif, c'était d'en faire aussi un document qui soit explicite, qui permet d'être précis sur notamment un certain nombre de concepts, et qui soit pas que négatif, qui ait une vision positive, en embrassant également donc les enjeux, les potentialités que Jonas Sierra a notamment très bien évoqué précédemment. Ce cadre des usages, j'ai le droit de vous présenter les grands principes. Je rentrerai pas davantage dans les détails, mais ces grands principes, ils vont faire beaucoup d'écho à ce qui vient d'être dit. Tout d'abord, il se veut centré sur les valeurs de la République. Donc une République indivisible, laïque, démocratique, sociale. Ce sont nos valeurs, les valeurs de l'éducation. Et donc, on veut derrière qu'il se soit une IA éthique, accessible, inclusive. Donc, on retrouve tous ces grands éléments et les grands I qui ont été indiqués précédemment. L'objectif du document qui sera bientôt communiqué, c'est d'en faire une sorte de boussole, de cadre de confiance. C'est vraiment un document pour rassurer, une sorte de petit phare pour accompagner dans les usages de l'IA. Alors, aussi une chose qui n'est pas toujours dite, mais c'est on accompagne les usages, l'IA est partout, mais ça ne veut pas dire non plus qu'on a une obligation d'avoir des usages avec l'IA.
hein, et le document est véritablement aussi là pour accompagner tout le monde. Le point vraiment aussi important, c'est de dire que l'on replace l'humain au centre de toutes les décisions. Ça, c'est aussi le grand principe de ce cadre, avec un certain nombre de piliers. Donc, Jonas Serrin en a parlé notamment de l'éthique des données et des usages qui sont derrière. Donc, un des grands objectifs, c'est aussi dans ces usages de bien respecter les données des usagers, donc les élèves, mais aussi des enseignants, des agents, des cadres. Et on s'appuie là encore hein, sur le droit. On est dans un état de droit, donc on rappelle que on a aussi des règlements, notamment européens, RGPD, le RIA, qui a rappelé que pour certains usages en éducation, en formation, nous sommes sur des usages à haut risque, donc il faut bien surveiller. Ça ne veut pas dire qu'il faut les interdire, mais il faut bien les surveiller avant de donner l'accès à ces services d'IA. Bien se rappeler aussi, alors c'est tous ces paradoxes de l'IA hein, qui ont été évoqués par Jonas Serrin, que la frugalité des usages et les enjeux de développement durable sont aussi des enjeux importants. Si je fais une recherche internet en utilisant un service d'IA, est-ce que c'est pas comme essayer de planter un clou avec un bulldozer? Toujours adapter ses usages aux besoins et réfléchir à ses usages. Si possible aussi respecter, c'est toujours dans ces domaines éthiques, hein, si possible respecter quand cela est possible, et je mets bien le conditionnel, les modèles libres à chaque fois que cela est possible. Et un point qui sera évoqué ultérieurement entre nous, c'est aussi cet enjeu de transparence. Alors vous avez noté sur mon petit document, j'ai mis un petit logo, des logos, il en existe beaucoup, voilà, notamment produits par nos amis québécois et canadiens. C'est un enjeu vraiment important. Si j'utilise l'IA, je le dis, mais ça, on en redébattra après. Mais c'est, en tout cas, c'est important d'un point de vue éthique aussi d'avoir cette position. Et puis, quelques annonces qui ont été faites par notre ministre, notamment début février. Donc vous le savez qu'il y a une formation obligatoire à l'IA qui sera proposée cet automne, hein, dès cet automne, en tout cas la prochaine année scolaire, pour les élèves. Elle s'appuie bien évidemment sur les compétences hein, du DIGCOMP européen qui évolue, hein, qui a intégré l'IA. Donc on est passé du DIGCOMP 2 avec une validation maintenant vers un DIGCOMP 3. Donc, qui a donné en France hein, le CRCN. Cette formation sera en priorité pour les élèves de 2 niveaux, au collège et au lycée, donc en 4e et en seconde, et ça concerne toutes les voies, générales, technologiques, professionnelles. Et à travers des modules de ce qu'on appelle un PIX plus IA, donc à travers la plateforme nationale PIX, mais avec des modules un petit peu novateurs, c'est pas seulement des questionnements, ce sont aussi des modules de micro-formation. Micro-formation, questionnement autour des usages de l'IA, hein, avec des petits modules qui sont autour de 30 minutes à un petit peu plus longtemps, jusqu'à 1h30. Ensuite, ces parcours pourront être bien évidemment utilisés par d'autres niveaux hein, que les élèves en autonomie. C'est recommandé d'un usage accompagné avec les élèves de 4e. Pour le dernier point et l'actualité, donc nous sommes au mois de juin 2025. Vous connaissez les partenariats en innovation sur l'IA, hein, donc qui concernent à la fois de l'IA adaptative et maintenant de plus en plus des services peut-être d'IA générative, mais actuellement on est davantage dans les P2IA sur des services d'IA adaptative. Le P2IA cycle 3 est en cours de finalisation, alors notamment en français, mathématiques et aussi en langue vivante. Et vous pourrez le découvrir dans certaines, voilà, dans une phase, comme tous les P2IA, une phase de recherche et développement avec des classes volontaires à la rentrée donc 2025-2026. Sachez aussi qu'un nouveau marché sera lancé dès cet été. Alors cette fois-ci dans un cadre d'IA, dont les IA génératives. L'objectif c'est pour l'année scolaire suivante. Et cette fois-ci sur le geste enseignant. Qui concernerait donc les enseignants de la classe de 6e au bac plus 3. Le geste enseignant, c'est-à-dire préparer des cours, penser à l'évaluation, hein, on en parlera aussi tout à l'heure, aux questions de correction, aux questions voilà, de
d'annotation, de personnalisation. On en a déjà un petit peu parlé. Et l'objectif, c'est aussi de produire un service numérique libre autour de l'IA. Dernier point, bien comprendre que l'objectif, c'est toujours rassurer, essayer d'aider, d'appuyer les enseignants avec toujours ce principe d'usage éthique et inclusif du numérique et les usages de l'IA se placent véritablement dans ces usages du numérique inclusif et éthique. Voilà pour ces points. Je vois qu'il y a des questions, peut-être qu'on les abordera tout à l'heure. Je peux y répondre maintenant si besoin. Oui, on pourra en effet relayer les questions qui sont posées dans le chat aux intervenants. Merci en tout cas à Stéphane Hérault sur ces éléments qui montrent à quel point donc notre ministère se mobilise sur ce sujet de l'IA. Alors du ministère au terrain aujourd'hui, on souhaitait aussi faire intervenir des acteurs qui pilotent des équipes sur ces sujets-là et qui vont pouvoir nous immerger dans la réalité de leur établissement et des actions qu'elles ont déjà commencé à mener. Donc Anne-Laure Martorell, chef d'établissement au lycée de Sèvres, va pouvoir donc illustrer son expérience et son vécu au sein de son établissement. Merci Anne-Laure de poursuivre donc avec un court exposé sur votre expérience. Bonjour à tous, merci. Alors, est-ce que je peux prendre la main sur les diapos ou pas? Oui. Non, ou sinon je vous dis. Oui, Anissa va pouvoir dérouler sinon. Sinon Anissa déroule, ok. Donc, oui, une expérience d'introduction ou d'acculturation d'un établissement à l'IA. Et cette expérience n'a pas été, ça a été un petit peu chemin faisant. Voilà, je partage avec vous ce qui a pu être fait cette année et qui, bien sûr, largement perfectible. Alors, un contexte d'établissement qui est particulier, puisque cette année, au lycée de Sèvres, nous étions bien occupés. En plus du quotidien, nous étions engagés dans la démarche d'auto-évaluation, évaluation d'établissement. Nous avions eu la grande idée de positionner le CSE comme une instance vraiment de gouvernance du lycée et d'en faire vraiment une instance même de pilotage, tout ça en adéquation avec le CESE, en articulation avec le CESE de territoire et le CESE de bassin. Et pour couronner le tout, on s'est dit, et si on profitait de ces chantiers pour également construire le projet d'établissement dont le dernier datait de 2013-2016, qui avait cours 2013-2016, et donc qui devait largement être dépoussiéré et re-questionné. Et bon, pour le projet d'établissement, la feuille de route était quand même une construction sur 18 mois, donc qui se terminera en fin décembre 2025. Donc, la conduite du changement était vraiment au cœur du travail et du management, du pilotage de cet établissement cette année. Et pour autant, la question a été posée sur l'intelligence artificielle. On s'est dit, l'intelligence artificielle, dans tout ce contexte, a une place. Et comment, finalement, quelle place lui donner pour mobiliser ce que l'on souhaitait mobiliser, c'est-à-dire l'intelligence collective dans cet établissement scolaire. La place de l'IA, donc au lycée de Sèvres. Alors, c'est la diapo suivante. Quand je suis arrivée, à l'arrivée de l'IA en 2023-2024, c'est là où, alors, l'IA n'est pas arrivée en 2023-2024, l'IA est arrivée au lycée de Sèvres dans les salles des professeurs du lycée de Sèvres en 2023-2024. Ça s'est fait vraiment beaucoup plus présent. Et voilà un nuage de mots sur tous les mots qu'on entendait. C'était la déshumanisation, c'était les erreurs, inexactitudes, la fraude, la triche, voilà comment on entendait parler de l'IA dans les différentes salles de professeurs et même chez les enseignants. On entendait plus des voix d'inquiétude que des voix d'opportunité, de réflexion et d'opportunité pédagogique, comme ça a pu être décrit en début de ce temps.
Donc, l'idée de cette acculturation, c'était de se dire comment on peut faire changer, comment expliquer aux enseignants qu'au-delà de tout ce qu'ils voyaient, au-delà de cette inquiétude, de toute façon, il fallait y aller, on n'avait pas le choix et il fallait prendre ça comme une opportunité. Les enseignants étaient quand même très inquiets, ils voyaient là une remise en cause de leur rôle de sachant, une remise en cause des modalités d'enseignement. Finalement, si elle y a, moi, ça fait 20 ans, 30 ans que j'enseigne comme ça. Comment je vais faire? Comment je vais introduire ça? Et une remise en cause des modalités d'évaluation pratiquées. Parce que si les devoirs que je fais, les élèves peuvent tout trouver sur l'IA, ça veut dire qu'il faut que je repense mon évaluation et comment et par où je commence. Donc, ça a re-questionné la place de l'enseignant et je rebondis sur ce qu'a dit M. Hérin en début de cette présentation, où il parlait de cette horizontalité. Et finalement, cette horizontalité, oui, ça dérange. Ça dérange parce que c'est pas une place élève, enseignant, cadre. On est plus habitué sur une verticalité que cette horizontalité. On s'est donc donné comme défi de mener une démarche d'acculturation. Alors, j'ai bien dit acculturation, pas formation. Il nous semblait nécessaire d'abord de passer par cette étape. Donc, l'été 2024, on se dit, mais il faut commencer, les bonnes intentions, c'est bien, mais dès la journée de pré-rentrée, il faut qu'on commence. Si on veut donner la place de l'intelligence artificielle au cours de l'année 2024-2025, ça commence le 30 août. Alors, cette grande idée nous est venue mi-juillet, donc on prend contact avec le référent de la DAN, du bassin de Boulogne, qui nous trouve deux personnes, deux formateurs dévoués et pour mener ce défi de venir à la pré-rentrée du 30 août devant un certain nombre d'enseignants en fin de journée. Donc ça, je tiens à le dire parce que il y avait un défi quand même de garder les enseignants en fin de pré-rentrée à 15h15, 16h30 pour parler de comment intégrer l'IA générative dans sa pédagogie. Voilà, ça a été, là c'est un extrait du programme de la journée de pré-rentrée. On s'est dit, allons-y, on va le mettre dans le programme et on va voir ce que ça donne. Cette journée a été un vrai succès par le nombre de personnes qui sont vraiment revenues dans cette salle Samuel Paty à 15h15. On avait une salle qui était pleine par ces enseignants qui sont, alors pour certains, très réticents à l'IA, mais c'était l'objectif, c'était eux qui nous intéressaient, qui sont restés jusqu'à 16h30, voire plus. Et à la fin de cette journée de pré-rentrée, les questions sont restées encore en suspens et ils m'ont dit, mais non, on voudrait en savoir plus, on voudrait que ça puisse se poursuivre. Donc, c'était gagné grâce aux formateurs. Ils ont suscité cette envie de « allons plus loin ». Et donc, d'où la demande de formation d'initiative locale qui a été faite finalement à la demande des enseignants eux-mêmes. Ils n'ont pas dit « on veut une file », ils ont dit « ça ne peut pas s'arrêter là à la pré-rentrée, on veut en savoir plus ». Cette journée, cette formation d'initiative locale a été construite avec les personnes elles-mêmes et donc on avait bien une trentaine d'enseignants intéressés. Et donc, elle a pu se dérouler toute l'année. Alors, comment passer de cette acculturation finalement? Aujourd'hui, il y a 30 personnes sur 140, on va dire, aux 150 enseignants qui sont formés. Est-ce que c'est suffisant pour faire basculer un établissement dans ce qui est d'une acculturation et surtout dans un projet de transformation, puisque l'idée à la fin, c'est de l'intégrer totalement et pleinement dans le fonctionnement et dans les modalités d'enseignement. Alors, suite à cette formation, on a eu d'autres demandes d'enseignants qui ont dit « j'ai pas pu participer » ou « je n'ai pas voulu, mais finalement, on en parle tellement en salle des professeurs que j'aimerais bien pouvoir, moi aussi, assister à cette formation. Est-ce qu'il y a possibilité de… » Donc ça, là aussi, c'était gagné. Surtout, alors, non pas… gagné aussi parce qu'ils voulaient participer, mais là où moi j'étais pleinement satisfaite, c'est on en parle tellement en salle des profs de la formation et c'est un sujet, et c'est devenu un sujet de discussion professionnelle entre nous. Donc l'idée c'est de reproposer cette file l'année prochaine pour ceux qui n'ont pas pu participer, et certains m'ont dit mais moi je suis toujours pas très convaincue par cette IA, mais je vais aller à la formation pour dire ce que je pense. Eh bien tant mieux. Par contre, pour ceux qui ont participé à la première file et qui disent « mais je veux aller plus loin »,
là, il ne s'agit plus de l'acculturation, mais de formation. Et je les renvoie au plan académique, puisque là, ce sont on les a fidélisés, on va dire, donc ils vont y aller aux formations académiques. Voilà. Et aussi, dernier point, l'incitation à la mise en place d'un groupe de travail l'année prochaine, un groupe de partage des pratiques sur l'utilisation de l'IA dans les cours, puisqu'il s'agit de ce projet de transformation, c'est finalement, après l'information, après l'acculturation, après la formation, qu'est-ce qu'on fait ? Quelles sont les actions ? Et le partage me semble extrêmement important. Donc, au niveau moyen, on a réservé une IMP pour des coordinateurs, puisque ça serait bien que ça soit fait par les enseignants, pour les enseignants, qu'on soit dans cette dynamique, dans ce groupe de partage des pratiques d'utilisation de l'IA. Et j'ai déjà des volontaires. Et l'équipe de direction, finalement, parce qu'on peut se dire, c'est bien, l'équipe de direction dit aux enseignants, faites, mettez dans le cours, re-questionnez vos évaluations. Mais l'équipe de direction, moi, je me suis dit aussi, et nous, là-dedans, il faut aussi qu'on l'utilise. Il faut aussi qu'on l'utilise parce que ce n'est pas simplement dans les salles de cours. Alors, on a fait 2 expériences d'utilisation, puisqu'on était en auto-évaluation et projet d'établissement. On a utilisé l'IA pour le rapport intermédiaire d'auto-évaluation, pour rédiger ce rapport intermédiaire, ainsi que pour le projet d'établissement, dans les étapes de rédaction. Très rapidement, 3 avantages et 3 limites qu'on a pu trouver. Les avantages, un gain de temps sur des tâches que j'estimais être sans valeur. C'est-à-dire, par exemple, j'ai toute une liste de points qui ont été soulevés dans les questionnaires d'auto-évaluation que je dois classer en cas de famille, climat scolaire, etc. Est-ce que je vais passer beaucoup de temps avec mes crayons de couleur et mes flèches pour les classer dans mes 4 familles, ou est-ce que je peux faire appel à l'IA ? On a fait appel à l'IA. Et ça nous a permis de consacrer plus de temps à la réflexion. Donc, quand on nous dit c'est un gain de temps, moi je dis c'est pas un gain de temps, c'est le pouvoir consacrer plus de temps à ce que parfois on est un peu frustré à se dire mais j'ai pas le temps de faire ça. Ben là, on a le temps. Proposer des éléments de langage, des mots-clés pertinents. Donc là, ou pas d'ailleurs, parce que parfois il faut re-questionner les mots qui nous sont proposés par l'IA. Alors, un exemple de mots qui m'a semblé très pertinent, l'IA m'a parlé de culture du lien. On parlait de communication, on était évoqué de communication, d'échanges parents-enseignants, d'échanges avec la direction. L'IA a proposé la notion de culture du lien qui nous a semblé tout à fait pertinente et qu'on n'aurait sûrement pas trouvé tout seul. Et disposer d'un travail de synthèse de qualité, non orienté pour ne rien omettre. On a remarqué que les oublis par déni, il y a des sujets qui ne nous intéressaient pas forcément, mais on ne le sait pas que ça ne nous intéresse pas, sauf qu'on passe vite sur ces sujets. L'IA nous les remettait à chaque fois dans nos tableaux et on s'est dit, oui, c'est vrai que ça revient souvent et c'est nous qui faisons un tri inconscient mais orienté. L'IA nous obligeait à reprendre en compte ces éléments, même si ça ne nous intéressait pas forcément. Et parfois, il y a vraiment des oublis sincères. Quand on oublie, voilà, l'IA nous le rappelle. Les limites. La rédaction du prompt et au-delà de la qualité du prompt, c'est la difficulté à retranscrire en termes simples une pensée complexe. Ça, c'est un vrai sujet. Les autres limites, les inventions de l'IA. L'IA, parfois, nous a apporté des éléments qui n'étaient pas du tout dans aucun document qu'on lui a fourni. Et les oublis volontaires et répétés de l'IA, et qui parfois gardent une ligne de pensée assez figée, on va dire. Je ne sais pas si ce sont les bons mots, mais parfois, on a fini par lui dire non, on ne veut pas parler de ça parce que ce n'est pas un sujet. En l'occurrence, c'était l'école ouverte. Il voulait absolument qu'on parle de l'école ouverte qui n'était pas un sujet. On a dû lui dire non, ce n'est pas un sujet. Voilà, ça n'a pas été relevé. Donc, il faut être vigilant, ce qui est bien. Comme ça, c'est loin d'être gagné en disant je fais faire à l'IA et tout est bouclé. Il faut rester vigilant, mais en tout cas, la valeur ajoutée a été très clair, et on continuera à l'utiliser, mais sur des éléments, ça a été dit tout à l'heure, pas pour tout et pas pour tout type de tâches, mais pour des tâches ciblées à forte valeur ajoutée. Voilà. Merci en tout cas. Oui, il est essentiel de rappeler qu'il faut garder la maîtrise de cet usage. La maîtrise, c'est être capable de se sentir à la fois concerné, mais surtout dans la production, responsable de ce qui est produit. Au niveau de l'Académie de Versailles, on a organisé un comité de pilotage qui
qui mobilise différents acteurs et qui concerne aussi les agents administratifs, les cadres et les personnels chefs d'établissement. Donc, tout ce sujet-là est aujourd'hui pris en compte pour justement apporter des réponses à tous les profils des acteurs de l'institution. Nous allons donc poursuivre avec Madame Chape, qui elle aussi a œuvré pour acculturer les personnels, ces personnels aux IA, et cela dans 2 établissements. Donc, elle va pouvoir, en quelques mots, nous en dire davantage et illustrer son expérience. Voilà, bonjour à tous, Madame Aluni, chers collègues. Voilà, donc moi je vais m'inscrire mon propos dans la continuité, la complémentarité de celui de Monsieur l'inspecteur général, de Stéphane Bureau et de ma collègue Anne-Laure Martoré, et parler effectivement de la mise en œuvre au sein de 2 établissements. Pour démarrer le propos, quelques éléments de contexte tout d'abord. Le premier établissement était un lycée polyvalent de près de 2000 élèves avec des filières STMG, STS, générales. Et puis le second est une cité scolaire qui part donc du collège, classe de 6e, aux classes de CPGE. Alors les besoins de cette montée en compétence des personnels sont partis de constats de terrain. Tout d'abord, un usage plus ou moins opportun des élèves avec un impact direct sur la question de l'évaluation. S'y rattache directement la question des devoirs à la maison, du plagiat, de la triche qu'on va aborder plus tard au cours de cette visio, de la représentativité des notes dans le cadre du contrôle continu sur le cycle terminal du lycée et pas seulement. Du côté des équipes, répondre à ces enjeux sociétaux avec des RH au niveau d'acculturation différents en fonction des disciplines, des pratiques personnelles. À l'échelle de l'établissement se pose aussi à nous, chefs d'établissement, la question de l'animation de notre collectif, au travers notamment de la temporalité et des aspects calendaires de mise en œuvre de réflexion et de formation. Enfin, une question qui m'est apparue essentielle, c'est celle de la question territoriale au niveau du bassin de formation, voire national, de l'illisibilité des enjeux pour l'école sur le sujet. Je vais poursuivre mon propos en parlant des choix que j'ai le MINEM a proposé une journée de formation la veille du baccalauréat. Cette journée de formation était une journée constituée de plusieurs temps, avec un accord sous format de conférence. Et je voudrais remercier la DAN et le TARDI, les différentes bassins, en l'occurrence Charlie Rollo, Alissa Belfadel et nos 2 référents successifs des 2 bassins qui m'ont aidé à élaborer ces journées. Ces journées visaient l'ensemble des personnels de l'établissement, mais pas seulement, également un certain nombre d'enseignants des collèges de secteur et de lycées du bassin d'éducation. L'idée donc était de fournir un premier rapport théorique sur le sujet des IA, puis des temps de mise en commun collective et de partage de pratiques innovantes pour les personnes qui avaient déjà expérimenté des sujets. Et enfin, un certain nombre d'ateliers de réflexion. Oui. S'agissant du sujet… Excusez-moi, Madame Chape, il y a un sifflement que on perçoit, nous. Est-ce que vous avez quelque chose qui… Oui, je ne sais pas. J'en suis navrée. C'est vrai qu'on a un écho. Ça va aller ou… Essayez d'être près de votre micro aussi, peut-être. Oui, oui, oui. Et il y a peut-être un ordinateur qui est allumé, Cécile Paoli. Qui pourrait éteindre. Il faudrait éteindre les micros peut-être aussi. Oui, peut-être. Alors donc, si je reprends sur cette journée de formation qui s'inscrit au sein d'un territoire, elle a permis ensuite de déboucher l'année suivante sur une formation d'initiative locale avec inscription d'un certain nombre de personnels, puis la mise en place de travail et d'expérimentation. Parmi ces expérimentations, j'en citerai quelques-unes pour le collège. Cette année, au niveau de notre cité scolaire, nous avons pu mettre en place un module en technologie à l'attention des élèves de 4e, mais également un autre module pour certains élèves de 3e pour l'élaboration des CV et leur traduction en anglais dans la perspective des recherches de stage de 3e. Au niveau du lycée, sur les 2 établissements, cette réflexion a pu déboucher sur la création d'un module enseigné en SNT. Et il est important aussi de penser aux différents publics pour sensibiliser aux enjeux de l'IA. Donc, sur mon ancien
l'établissement, on a également créé des modules dans le cadre de l'accompagnement personnalisé pour les élèves de STMG ou de STS. Une fois l'ensemble de ces expérimentations réalisées et des mises en commun au sein des groupes de travaux, nous avons pu généraliser à l'échelle de l'EPLE sur des cohortes pour en faire bénéficier l'ensemble des élèves. Voilà, j'achèverai mon propos en vous disant que la modalité retenue d'accompagnement plus systémique organisé au cours de temps dédiés de cette appropriation de l'IA pour enseigner constitue une modalité facilitatrice pour transformer des pratiques pédagogiques et didactiques en profondeur et de mettre en place des référents pérennes au sein de l'établissement scolaire et de favoriser le travail collectif et collaboratif des équipes pour créer des ponts humains et professionnels au bénéfice des élèves et d'ailleurs qui ont le retentissement au-delà du sujet des intelligences artificielles. Merci Madame Chape. En tout cas, on voit à quel point, en effet, le collectif et un travail systémique au niveau d'une équipe a son importance. Hein. Vous venez de le décrire avec des enjeux bien ciblés que vous avez évoqués. Et c'est vrai que, bon, au-delà de la culturation qu'on a évoquée comme peut-être un temps 2, un temps numéro 1, comme l'a évoqué Mme Mantorel, le temps de formation est aussi quelque chose de très important et qu'il faut le construire avec des formateurs formés, hein, ce qui a été l'objectif de la DRAN, de faire monter en compétence tous ces formateurs. Donc, on a aujourd'hui, en effet, une équipe de formateurs capable d'aller accompagner chacun des établissements qui nous sollicitent. Et donc, on a parmi nous donc Charlie Rollo qui va pouvoir donc nous faire part de son expérience qu'il a construit en équipe sur la stratégie qu'il met en place pour accompagner aujourd'hui les équipes en tenant compte de tout ce que vous avez évoqué sur justement les points de questionnement, de fragilité, voire de résistance. Merci Charlie pour ton intervention. Merci beaucoup. Alors, ouais, merci. Merci beaucoup, Malika. Ouais, en effet, donc la formation qui a eu lieu l'année dernière, elle est venue en réponse à une commande précise, justement, celle de Madame Chape, et qui venait elle-même finalement de besoins. Et la formation, elle vient en réponse à des besoins et à des questionnements. Et justement, au départ, on s'est rendu compte qu'il y avait des résistances, mais finalement, derrière ces résistances, quand on gratte un petit peu, il y avait seulement que des questionnements qui sont très légitimes et qu'on a ventilé justement dans ce triptyque qui est assez connu, que vous retrouverez sur le site de l'IFE, qui reprend donc les termes d'utilité, d'utilisabilité, d'acceptabilité, et qui peuvent finalement être, qui est transférable à d'autres outils numériques. Finalement, les outils d'intelligence artificielle, est-ce qu'ils sont utiles pour ma classe, pour mes objectifs pédagogiques? Est-ce qu'ils ont été prouvés comme étant efficaces par la recherche? Est-ce qu'ils sont utilisables dans ma temporalité, dans l'espace classe que j'ai? Est-ce qu'ils sont facilement intégrables dans ma pratique dans la pratique enseignante? Ou est-ce que cela, au contraire, rajoute une charge de travail? Et finalement, est-ce qu'ils sont faciles à utiliser? Et puis, les intelligences artificielles nous questionnent aussi sur l'acceptabilité, puisque cela vient à la rencontre de nos valeurs personnelles et celles des valeurs de l'institution. Et puis, se posent des questions sur le prescrit. Justement, tout à l'heure, Stéphane Guéraud parlait du cadre, et on est totalement dans ce registre du prescrit. Donc, sur le terrain, en tant que formateur, ce qu'on entend, c'est qu'il y a une perte de compétences de la part, ou en tout cas des peurs face à la perte de compétences chez les élèves, que les intelligences artificielles sont des solutions de facilité, ou bien qu'ils ne réfléchissent plus et qu'ils font seulement des copier-coller. Finalement, en fait, sur le terrain, on se rend compte qu'il y a juste des nouveaux gestes qui sont à développer. Par exemple, l'accompagnement à la rédaction des requêtes. En formation, on va justement amener les enseignants à réfléchir sur le prompt. Donc, ils vont pouvoir tester sur des outils qui sont donc dans un cadre éthique qui respectent les données personnelles, comme DuckDuckGo AI par exemple. Et puis finalement, ils réalisent très rapidement que ce n'est pas aisé de maîtriser le prompt et que c'est tout un art. On parle d'ailleurs d'art du prompt ou bien requête en français. Et de cela va découler d'autres questionnements sur comment savoir analyser les résultats générés par des IA, évaluer ces résultats au regard d'objectifs précis, ou bien comment développer des synthèses. Ensuite, dans l'ordre de l'utilisabilité, se posent des questions sur, voilà, je suis perdu dans tous ces outils. On constate une réduction peut-être probable future des interactions humaines, ou encore que les outils augmentent la charge de travail. En fait, finalement, sur le terrain, quand on parle on part d'usage, et c'est ce qu'on essaie d'évoquer, on donne vraiment des activités qui sont en lien avec des usages concrets. Ils se rendent vite compte qu'il y a beaucoup d'outils, mais qu'on ne va pas utiliser tous les outils.
chaque outil d'intelligence artificielle a ses spécificités. Et ce n'est pas parce que vous utilisez 3 outils de génération de texte, par exemple, que vous aurez les mêmes résultats. Et donc, ce qu'on essaie de faire aussi à la DRAN avec l'équipe, c'est de créer une cartographie de ces outils. Et ce qu'il faut bien garder en tête tout de même, enfin, c'est que la formation, c'est un pas vers l'acceptabilité et que c'est en montrant différents outils, par exemple en utilisant Comparia, qu'on peut réussir à davantage comprendre comment ça fonctionne. Et plus on sait comment ça fonctionne, plus on maîtrise, et moins ça augmente la charge de travail. Et puis, dans l'ordre de l'acceptabilité, donc on entend mon métier, c'est de transmettre du savoir aux élèves. On nous parle beaucoup de triche, d'ailleurs, c'est Madame Martorell qui en a parlé tout à l'heure. On détruit la planète, l'IA s'appuie sur l'esclavage moderne, on ne peut rien faire à cause du cadre. Ou enfin, le professeur de technologie de SNT le fera, de toute façon. En fait, c'est tout un écosystème qui a repensé, collectivement par ailleurs, puisque les intelligences artificielles, c'est un voyage à la rencontre de nos valeurs. En effet, les intelligences artificielles, elles vont questionner la place du savoir, c'est certain, mais finalement, ça revient aussi à questionner notre place d'enseignant aussi. On parlait d'enseignant sachant tout à l'heure. C'est vrai qu'il va falloir réfléchir à nos manières d'enseigner. Peut-être qu'il va falloir enseigner différemment, s'intéresser à d'autres méthodes, d'autres manières de faire. Et puis, on dépasse aussi le cadre de disciplines. On entend détruire la planète. Certes, en fait, finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que ça concerne tout le monde, mais ça concerne tout le monde parce que ça touche à des enjeux qui sont sociétaux démocratiques. En effet, l'impact environnemental. On va utiliser, par exemple, des outils comme VitaScience qui vont permettre de faire émerger des questions sur l'impact environnemental. Et puis, finalement, on dépasse le cadre qui est donné, parce que ce n'est pas parce que on parle d'intelligence artificielle qu'on est obligé d'utiliser l'intelligence artificielle tout le temps. Finalement, ça va nous permettre de créer un espace d'échange et de discussion. Et ces discussions, elles sont importantes. Et donc, ce n'est pas que le professeur de technologie ou de SNT qui le fera, on est tous concernés, et donc on doit tous former à ces usages-là. Et donc, cette formation, elle a été pensée, et je suis très heureux d'avoir entendu Madame Martorell parler de ce processus, parce qu'en fait, c'est vraiment celui qu'on a choisi aussi. Donc, on a dans un premier temps un premier palier qui est celui de l'acculturation. Et notre but, finalement, en tant que formateur, c'est de créer et de faire émerger un socle commun, de créer des discussions et qu'un socle se crée. Ensuite, par la formation de proximité ou formation à initiative locale, on va approfondir les gestes, essayer de comprendre comment ça fonctionne, comment on peut l'utiliser, dans quel cadre. Et puis finalement, on a l'étape supérieure, et Madame Martorell l'a aussi bien illustré, c'est l'appropriation. Et ça, c'est vraiment le but ultime. S'en empare, échange en salle des professeurs, installe des cafés IA et discute de tout cela. Et il faut bien garder en tête qu'à chaque fois, on va garder un terme très important qui a été nommé par Jonas Serrin, c'est la littératie. Finalement, notre but, en effet, c'est de créer des agents, dans le sens d'agentivité, agency en anglais, en effet, et de former des futurs citoyens et de faire en sorte qu'ils utilisent les intelligences artificielles de manière éclairée. Donc, voici un schéma de la littératie. Donc, il s'agit encore d'un triptyque. Et finalement, tout est interconnecté. C'est parce que je sais utiliser les outils d'intelligence artificielle et que je sais comment ça fonctionne, et c'est important de savoir comment ça fonctionne par des algorithmes, par des biais, que derrière, je vais créer en sachant que derrière, il va y avoir besoin de compétences importantes comme l'esprit critique, etc. Et donc, ce que ça nous donne à voir aussi sont des changements qui sont en train d'arriver, notamment le rapport au savoir et son positionnement. Il va peut-être falloir justement développer le goût d'apprendre et peut-être différemment. Cela aussi nous amène à excusez-moi, la slide ne passe pas. Cela va nous amener aussi peut-être à réfléchir à nos pratiques enseignantes. Donc, c'est Pascal Plantard qui parle de processus poétique. Donc, la poésie, c'est le fait de faire. Et vraiment, en fait, comme l'a dit Jonas Serrin, finalement, l'enseignant va devenir vraiment un réel ingénieur pédagogique. Il va créer des situations qui sont propices aux apprentissages. Et cela va passer justement par, dans un premier temps, on butine. Donc, ça, c'est les 3 B de Plantard. On butine, on prend les outils. Et puis ensuite, après, on bricole, c'est-à-dire qu'on adapte, on transforme pour nos besoins à nous, pour notre contexte professionnel à nous. Et ensuite, donc, ce qui est important de garder au milieu de tout ça, c'est qu'on doit travailler ensemble. On doit faire en sorte de créer des situations dans lesquelles les élèves vont pouvoir co-créer, co-construire. Et l'humain doit rester au centre de tout, mais Stéphane Guiraud l'a déjà très bien dit.
Et puis finalement, on se rend compte que les enseignants, ils évoquent souvent des sentiments de perte. Il y a des représentations qui sont présentes. L'évaluation à la maison, par exemple, on entend les termes de triche et de plagiat, comme l'a dit Madame Martorell, une perte de compétences, en tout cas une peur de perte de compétences et un sens de l'effort. Mais derrière ces sentiments de perte, on aperçoit déjà des pistes de gain. Finalement, les intelligences artificielles, elles nous donnent un temps pour repenser la forme des évaluations. Peut-être qu'il va falloir finalement s'intéresser sur le processus de création plutôt que le produit fini, le projet final. Il va peut-être falloir redonner du sens dans les compétences psychosociales par exemple. On a peur des pertes de compétences, mais finalement, peut-être qu'il faut réfléchir avec les élèves sur, ou discuter en tout cas avec les élèves à ce que l'on perd ou ce que l'on gagne avec les intelligences artificielles. Quand est-ce qu'on les utilise? On parlait tout à l'heure de prôner un usage transparent. En effet, comme ici avec l'icône que vous voyez en bas à gauche de Martin Peters, qui indique que cette présentation a été réalisée sans intelligence artificielle. Et puis, il va falloir aussi développer l'épicuriosité. Alors moi, c'est un néologisme que j'apprécie particulièrement puisque donc on a le côté épicurien, le plaisir de découvrir des choses. Et finalement, les intelligences artificielles, elles vont pouvoir amener les élèves à découvrir de nouveaux éléments. Et il va falloir essayer de trouver du plaisir aussi et développer ce plaisir de découvrir de nouveaux éléments. Merci Charlie pour tous ces éléments qui rejoignent en effet les premiers propos. Il est clair que on part de l'observation des acteurs pour pouvoir au mieux les accompagner, et c'est le travail qui a été mené en équipe au sein de la DRAN. On a donc on a évoqué le sujet de la transparence des usages et de l'évaluation. Peut-être qu'on peut y revenir là sur avec quelques éléments. Alors, on ne couvrira pas toute la question et toute la problématique de l'évaluation, mais c'est vrai que c'est le sujet qui revient de manière systématique dans les propos qui d'ailleurs ont été évoqués par nos collègues chefs d'établissement. Donc, quelles seraient et quelles peuvent être les premières réponses qu'on pourrait donner au niveau de l'évaluation, en sachant que donc Charlie en a évoqué quelques-unes, qui souhaiteraient donc apporter quelques éléments de réponse pour éclairer donc nos auditeurs sur ce sujet-là. Je peux me lancer, si vous voulez bien. Oui, dans la lignée de ce que vient de dire Monsieur Rollo, effectivement, si on considère que effectivement il y a un décalage qui s'installe dans les rôles de chacun, ça veut dire qu'il faut aussi repenser la question de l'évaluation dans le processus pédagogique. Et effectivement, dès lors qu'on a de l'IA, il n'est plus du tout l'intérêt pour une réalisation finale diminue au profit d'une évaluation du processus. Ça veut donc dire qu'on va davantage se concentrer sur une valorisation de l'évaluation formative, sur aussi la capacité à évaluer une progression et à ne plus être dans une évaluation normée qualificative. Le domaine de la qualification, du reste, doit rester celui de l'institution scolaire, qui peut, à un moment donné du processus, être représenté par l'enseignant ou par le chef d'établissement ou par le président d'un jury, etc., etc. En revanche, pour l'essentiel des actes d'évaluation qui se déroulent en lien avec la construction du cours ordinaire, il est important de positionner comme premier acteur l'élève et de donner une part beaucoup plus importante à la capacité de l'élève à décider pour soi, à décider du moment où il est opportun de poser une évaluation, de poser un jalon, de mesurer un degré de réussite, de mesurer une performance, de mesurer un écart entre un diagnostic et un processus qui est engagé dans une démarche collaborative. Et à ce propos, il est aussi intéressant de donner davantage de place à l'évaluation collective des élèves. On sait par exemple qu'on fait des progrès dans certains pays dans lesquels on a installé des évaluations collaboratives en mathématiques et en sciences. On a fait des progrès immenses dans l'engagement et la place des filles dans ces disciplines. L'objectif doit rester non pas de se laisser balloter par l'évolution de la technologie pour changer nos pratiques. L'objectif, c'est d'adapter nos pratiques aux besoins des acteurs, à commencer par les élèves, et à se servir des outils pour répondre à ces besoins. Et on a d'urgence besoin d'élèves qui s'engagent davantage dans leurs apprentissages
et de ne pas laisser reposer l'entièreté de la responsabilité de l'évaluation et du processus de conception de l'évaluation, y compris de la désignation des critères, sur les enseignants. Et ça veut donc dire qu'il faut, encore une fois, décaler les rôles. Les élèves deviennent médiateurs des savoirs et les enseignants, des ingénieurs pédagogiques qui, par leur expertise, adaptent les enjeux. J'ajoute un seul mot, parce que ça n'a pas encore été évoqué par nos propos jusqu'ici. Nous avons affaire à la dernière génération d'élèves qui aura connu un monde sans IA. Nous avons affaire à la dernière génération d'enseignants et de personnel de direction et d'inspecteurs qui mesurent le degré d'hallucination et d'imperfection dont est capable l'IA. C'est donc notre dernière chance de tous basculer dans un usage raisonné, responsable et éthique des outils de l'IA et d'embarquer toutes les générations à venir. Si nous ne réussissons pas dans les 5 ans qui viennent, on aura manqué le coche de la même manière qu'on a manqué collectivement, et là, quand je dis collectivement, c'est l'ensemble des systèmes éducatifs, on a collectivement manqué le coche des réseaux sociaux. Et donc, sur l'IA, les dégâts seront bien plus profonds si nous passons à côté d'une logique contributive et participative, donc horizontale, de l'ensemble des acteurs. Et je tiens à dire que le cadre d'usage de l'IA qu'a présenté Stéphane Guéraud tout à l'heure est une démarche qui est particulièrement saluée à l'échelle internationale comme étant remarquable dans son processus. Et c'est vraiment, je tiens vraiment à le mettre en évidence, c'est vraiment très, très symbolique qu'un système aussi pyramidal et centralisé que la France soit en première ligne pour proposer dans une logique participative un document de cadrage qui est en plus révisable en fonction de l'évolution technologique. C'est salué vraiment unanimement à l'échelle internationale par des pays qui en général ne regardent pas la France du côté de sa logique, on va dire, de participative dans les décisions pédagogiques. Et donc, pour aller au bout du processus, il faut remettre l'élève au cœur du processus de décision et donc lui donner la place principale dans la conception de l'évaluation. Oui, une place de l'auto-évaluation qui manque certainement beaucoup dans notre système. Stéphane Guéraud, est-ce que vous souhaitez ajouter des choses ? Alors, je suis totalement d'accord et je pourrais pas contredire Jonas Serrin. Alors juste dire aussi qu'il va falloir y aller par étapes, hein, parce que il faut aussi rassurer et le cadre il est là aussi, hein, c'est un cadre de confiance derrière. Et pour arriver à ce niveau-là, il va falloir construire un certain nombre d'étapes, alors qui ont été abordées aussi, hein, ces constructions d'étapes par les pistes dans les établissements et par les formations justement graduées. Dans un premier temps, je pense qu'il y a toujours, je reviens toujours sur cette question de transparence, au sens de dire ce que l'on fait. Et là, l'enseignant a un rôle vraiment très important pour dire quand est-ce qu'il attend ou pas des usages de l'IA. Dans un premier temps, bien évidemment, quand on est encore dans des usages d'évaluation un peu, on va dire, actuels ou traditionnels, et qui soit très clair. Et ça a été un débat vraiment très important à un moment de la concertation, notamment avec les organisations syndicales, mais aussi avec d'autres partenaires. Expliciter davantage les attendus. Si je peux évaluer des choses qui sont faites à l'IA, dans ce cas-là, je dis j'utilise l'IA et j'attends des réponses qui soient élaborées différemment. Par contre, si j'interdis l'usage de l'IA, ça peut arriver, je dois le dire aussi et je dois le dire très rapidement. Ça, c'est un premier point. Ensuite, un deuxième point, pourquoi aussi il va falloir penser d'une manière graduée, c'est que il faut faire attention aussi avec ces usages à ne pas amplifier les disparités. Souvent, ceux qui savent le mieux utiliser l'IA, ce sont ceux qui ont des familles qui peuvent les accompagner aussi. Et il ne faudrait pas non plus qu'on renforce un fossé entre des utilisateurs de l'IA qui avancent beaucoup plus vite que les autres et des jeunes qui soient encore plus rabaissés. Ça, c'est aussi un point important. J'ai insisté tout à l'heure sur les valeurs, hein, dans le cadre d'usage, les valeurs de l'école.
c'est pouvoir maintenir ce sentiment d'égalité et justement utiliser l'IA pour justement essayer de travailler cette lutte contre les disparités. Et dans les statistiques que l'on a actuellement, tous les jeunes ne sont pas utilisateurs de l'IA. On est entre 70, 80, 90% dans les études. Il y a des jeunes qui ne veulent pas utiliser l'IA. Il y en a qui ne peuvent pas utiliser l'IA parce qu'ils n'ont pas d'outils à la maison, parce que leurs outils ne sont pas adaptés. Donc, c'est ces jeunes-là qu'il ne faut pas oublier. Voilà. Et alors, un dernier point aussi, je termine rapidement. Ça peut aussi nous rappeler que redonner du sens aussi à l'écrit et à l'oral. Le fait d'utiliser ou de ne pas utiliser l'IA, c'est replacer l'écrit et l'oral au centre de nos actes dans la classe. Je ne parle pas des devoirs à la maison, je parle bien du travail en classe. Oui, en effet, modifier les modalités d'évaluation en invoquant l'oral comme une piste favorable et prioritaire pourrait en effet re-questionner l'utilisation et définir les périmètres. C'est clair que on sait à quel point il est important d'avoir et de prioriser l'activité cognitive de l'élève, mais elle peut se faire sans l'IA, elle peut se faire avec, et il est important de pouvoir clarifier cela. Sur la question de transparence, est-ce qu'on est tous au même niveau? Est-ce que les élèves, les profs ont les mêmes responsabilités devant cet enjeu de transparence au final? Je me permets peut-être de... Merci Malika. Oui, justement je rejoins totalement donc les propos de Stéphane Guiraud sur la transparence et sur le fait que justement il y a un vrai contrat de confiance qui a à faire aussi, qui a à mettre en place, et que nous aussi, parce que du coup moi j'ai été présenté comme formateur et aussi enseignant, et que nous aussi en tant qu'enseignant on doit justement montrer l'exemple, et que c'est aussi par exemple voilà, on présente une notion. Eh bien, on indique qu'on a utilisé aussi les intelligences artificielles d'une certaine manière pour leur montrer que ça fait partie aussi des nouvelles choses qu'il va falloir mettre en place pour que eux aussi le fassent à leur tour. S'ils ne voient pas de leur côté, il y a un peu ce côté où finalement on ne dit rien et on fait comme si personne ne l'utilisait, alors que dans les coulisses tout le monde l'utilise. Donc il faut peut-être que ce soit un peu plus transparent. On parlait tout à l'heure aussi de fractures. De fracture, je rejoins juste les propos sur la fracture numérique, qui est aussi quand même sociale, et en tant que formateur, on doit aussi beaucoup amener justement les élèves à monter en compétences, et il doit y avoir une espèce d'isomorphisme, c'est-à-dire que on forme les enseignants pour que derrière aussi il y ait une sensibilisation, une acculturation des élèves à tout ça, à toute l'intelligence artificielle, et que le temps que ça se mette en place, donc selon les recherches actuelles, il faut entre 2 et 3 ans pour qu'une pratique s'installe suite à une formation. Donc ça va prendre du temps, et je pense que ça, il faut aussi l'accepter, que ça va s'installer petit à petit. Il faut juste s'armer de patience et continuer à former massivement. J'aimerais juste ajouter un élément sur ce point-là. La transparence, elle est évidemment indispensable. Ça fait partie du contrat de confiance, comme ça a été expliqué à l'instant. Mais ça va au-delà. Moi, j'aimerais amener le terme de consentement. Je trouve qu'il est vraiment essentiel, compte tenu de la puissance de l'outil, de développer une capacité au consentement des jeunes à partir de 15 ans. Avant, il faut travailler avec les parents pour qu'il y ait une construction du consentement chez les parents. Et cette logique de transparence et de consentement, elle est intrinsèquement liée au consentement au service public. Aujourd'hui, aller à l'école, même si c'est une obligation, ça n'est plus devenu une évidence. Il y a de nombreux endroits dans le monde où il y a une remise en cause de l'école et du service public d'éducation parce qu'on se cache derrière des outils qui permettraient de compenser ou de faire mieux ou de faire différemment, et surtout de ne pas se mélanger. L'idée du consentement, c'est l'idée d'adhérer à une vision globale, à un contrat collectif, à des valeurs communes, et il est important de le construire. Et puis c'est un terme que l'on utilise dans l'éducation, dans de nombreux autres domaines.
l'éducation à la sexualité, l'éducation au vivre ensemble. Et donc, c'est quelque chose qui fait partie d'une éducation totalement transversale. Et là encore, les outils d'IA offrent l'opportunité d'enrichir la démocratie scolaire et de faire en sorte que le dialogue pédagogique avec l'élève soit au cœur du processus de volonté et d'engagement de l'élève pour entrer dans les apprentissages. Je suis linguiste, je travaille au Conseil de l'Europe actuellement avec une équipe internationale sur un manifeste de la motivation à l'apprentissage des langues qui est devenu urgent au regard de l'évolution et de la diminution du consentement à apprendre des langues par rapport à ce que permet la technologie de l'IA aujourd'hui. Nul doute que les langues sont les plus touchées dans ce domaine-là, mais que toutes les disciplines le sont au final, et qu'il est donc important que derrière cette notion de transparence qui peut être vue comme dogmatique, il faut vraiment la concevoir comme étant beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus éthique dans les propos qu'on essaie de tenir ici. C'est devenu incontournable, mais ça veut donc dire aussi qu'il faut penser la relation, l'ensemble de la relation pédagogique dans une nouvelle éthique qui est liée à, encore une fois, au nouveau positionnement de l'élève, de l'enseignant, du cadre, etc., dans le système éducatif. On voit à quel point ça percute un peu donc cette notion de citoyenneté aussi à travers des valeurs et ce consentement commun. C'est vraiment intéressant de pousser la réflexion jusque-là. Est-ce que, Anissa, vous avez parmi nos participants à ce webinaire quelques questions à proposer? Alors, on a des questions, mais en lien plus ou moins avec tout ce qui vient d'être dit sur la place du travail avec les CPS, travail des compétences psychosociales, en lien avec la littératie de l'IA et avec tout ce qui vient d'être dit justement sur la nécessité de n'oublier aucun élève. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole sur cette question? Compétences psychosociales et IA. Je peux tenter un mot pour démarrer, pour lancer la discussion, mais je ne veux surtout pas monopoliser la parole. Dans ce domaine-là, c'est la Finlande qui est largement en avance. Ils ont développé depuis longtemps la notion de bien-être numérique et la volonté de faire en sorte que l'on travaille d'abord sur les émotions de l'humain et sur le ressenti de l'élève. Vous savez que l'école en Finlande, elle accompagne énormément dans la partie premier degré qui va jusqu'à à peu près la fin du collège chez nous. Et ensuite, on entre dans un système au lycée en Finlande qui est très concurrentiel. Donc, mais jusqu'à la fin donc, de l'équivalent du collège, il y a une volonté d'accompagner et de travailler donc depuis de longue date sur l'empathie, sur l'ensemble des compétences psychosociales, sur la démocratie scolaire, avec une forte mobilisation des élèves. Simplement, ça ne peut pas être, c'est comme les valeurs de la République, ça ne peut pas être décrété, il faut que ce soit vécu par les acteurs et vécu par les élèves. Or, avec l'IA, on entend souvent des discours qui tournent autour de la notion de personnalisation ou de rétroaction, qui finalement sont des pratiques auto-centrées, là où l'IA permet au contraire de développer aussi du collaboratif et donc de la projection et donc de l'engagement des élèves. Et l'engagement collaboratif ne peut fonctionner que parce qu'il véhicule des compétences psychosociales et des compétences de culture démocratique également. Donc là, moi, j'ai plutôt envie de dire, il faut aller regarder du côté du Danemark, du côté de la Finlande, des pays qui ont largement avancé dans ce domaine-là, mais aussi du côté du Conseil de l'Europe. Et je citerai ici le cadre de compétences de culture démocratique qui propose des items et des descripteurs très détaillés de ce que sont les compétences de culture démocratique et qui intègrent en grande partie les compétences psychosociales. Et je vais rebondir avec ma casquette aussi Conseil de l'Europe pour envoyer aussi à l'année 2025 et justement au cadre de compétences de l'éducation à la citoyenneté numérique. Au niveau du Conseil de l'Europe, alors on pense le numérique au sens large ici dans l'axe de citoyenneté, mais il y a bien ces trois grands axes qui sont
bien en ligne, bien-être en ligne et puis les droits en ligne. Penser l'IA, c'est aussi replacer l'IA dans le numérique et donc se replacer dans ces grands axes où on retrouve l'empathie, on retrouve les enjeux de santé, on retrouve aussi des enjeux de collaboration, de créativité. Et c'est pas des domaines qui sont réservés à l'IA, c'est des domaines qui sont réservés, enfin qui sont ouverts à tous les usages numériques en particulier. Voilà. Il y a juste un point où il faut faire attention, et ça d'ailleurs, ça renvoie aussi à cette notion d'âge et puis aussi de consentement. Et pourquoi on suit aussi les consignes un petit peu ou les lignes de l'UNESCO sur la prise en compte des usages de l'IA à partir de 13-14 ans, des IA génératives notamment, c'est aussi par rapport à cette évolution et psychosociale des élèves, ce développement cognitif des élèves. Et avant cet âge-là, l'idée c'est d'abord de construire tous ces éléments qui vont faire la littératie de l'IA, apprendre les premiers, comprendre déjà ce que c'est que l'IA, développer des premiers usages numériques, comprendre aussi la relation à la machine, et ça me fait rebondir sur l'empathie. On ne doit pas avoir une empathie avec la machine et surtout avec des IA génératives. Bien comprendre qu'il y a une séparation, et ça s'apprend très tôt, très jeune. Dans la relation, par exemple, avec un robot, etc. Bien comprendre qu'on est, d'un côté, on est un humain, de l'autre côté, c'est une machine, il y a des ordres, il y a des langages, il y a des programmes qui sont donc des instructions, et tous ces éléments, ça se construit petit à petit. Cette littératie, qui soit du numérique et plus précisément de l'IA, ça se construit très tôt. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut développer dès le premier degré. Et c'est vrai que ça rejoint les travaux que nous menons à l'échelle de la région académique Île-de-France avec Dran Drazi aussi sur le socle d'acculturation qui aujourd'hui est indispensable. Accompagner, acculturer, c'est inviter les enseignants peut-être à justement à disposer de ce socle de compréhension de ce que c'est qu'une IA et de comment fonctionne cette technologie, quoi. Donc, il y a véritablement un enjeu majeur d'acculturation et de se dire qu'aujourd'hui, c'est des indispensables. En tout cas, nous, on le voit au niveau des demandes de formation, puisque ça explose en académie, avec voilà, une prise de conscience quand même, ce que disaient nos deux chefs d'établissement. Il y a un besoin qui s'exprime, en tout cas, d'acculturation et d'accompagnement, et qu'il faut pouvoir donc adresser auprès de tous. Y a-t-il d'autres questions que nous avons peut-être à partager auprès de nos intervenants? Alors, j'ai des questions. Pardon. J'ai des questions un peu techniques qui ont été posées par les participants. Par rapport à PIX, on aimerait savoir si le fonctionnement qui est prévu pour les parcours PIX dont M. Guiraud a parlé tout à l'heure, est-ce que ce sera un fonctionnement de type adaptatif comme PIX tel qu'on le connaît aujourd'hui, ou est-ce qu'aucune question ne sera escamotée pour être sûr que les élèves voient tout? Et j'ai une deuxième question technique qui s'adressera peut-être plus particulièrement ensuite au chef d'établissement sur l'aspect des documents qu'elles ont utilisés. Alors, je pense que c'est plutôt pour Madame Martorell, savoir si comment elles ont fait pour anonymiser ou pseudonymiser les documents, histoire de suivre le cadre tel qu'il a été indiqué par messieurs Guiraud et voilà. Alors pour ce qui est de PIX et de PIX plus IA alors il est en cours d'élaboration, il sera pas disponible, il sera en test très prochainement, et disponible normalement à l'automne en principe. L'objectif c'est pas un PIX habituel. En fait, il sera en fait en 3 parties. Une première partie qui est un petit QCM, donc une petite évaluation diagnostique adaptative cette fois-ci, comme d'habitude, à la manière de PIX, suivi ensuite d'un contenu. On est sur un parcours formatif, et là, le parcours sera le même pour tout le monde. Et enfin, une évaluation habituelle, un petit peu sommative à la façon de PIX, qui sera, elle, voilà, adaptée
adaptatif, donc certaines questions seront escamotées. Mais l'objectif, c'est qu'il y ait un contenu entre les deux, ce que je parlais tout à l'heure, hein, de micro-formation. Donc chacun des 10 modules aura ce centre de petits parcours de formation valables pour tout le monde. Il ne sera pas utilisable que pour les quatrièmes et les secondes, il sera aussi exploitable pour d'autres. Alors pour la deuxième partie de la question concernant les documents, c'est vraiment un partage d'expérience, hein, parce que là, je vais vous dire quelque chose qui n'est pas du tout technique. En fait, je voulais que ça soit effectivement anonyme, mais également que toutes les données soient prises au même niveau. Donc, ça a été un simple document, un simple traitement de texte dans lequel j'ai mis toutes les informations que je voulais qui soient prises en compte par l'IA au kilomètre, sans aucun nom, sans aucun, par exemple, les résultats des questionnaires d'auto-évaluation. J'ai pris les éléments et je les ai mis les uns derrière les autres, sans mise en page, sans rien. Et donc, comme ça, j'ai demandé à ce qu'il me repère toutes les majuscules. Ça m'a permis d'enlever tout ce qui était des noms et des noms propres, voilà. Et ensuite, c'est à partir de ce document brut, et je me suis aperçue, parce que j'avais fait d'autres essais avant et ça ne me convenait pas, c'est à partir d'un document brut où je mets tous les éléments comme ça, sans me soucier de rien, que j'obtenais ce qui m'intéressait le plus pour moi, c'est-à-dire cette phase de passer d'un document brut à quelque chose d'un peu plus organisé pour que moi, après, je reprenne la main, comme j'ai dit tout à l'heure, sur cette plus-value. Donc, comment j'ai trouvé, alors c'est une façon très artisanale. J'ai un peu honte parce qu'on a des intervenants de haut niveau, mais en tout cas, c'est comme ça. Pour moi, j'ai trouvé que c'était le plus rapide et le plus efficace et le plus sûr pour qu'il n'y ait aucune donnée, rien qui ne transparaissait, pas de nom de lycée, pas de nom propre, rien du tout, puisque de toute façon, c'est pas ce qui m'intéressait. Donc, moi, c'est sur cette première étape, la précision de ces qu'on peut avoir après avec des noms et des choses plus précises. Ce n'est pas ce qui était attendu. Et après, quand on affine, là, ce n'est plus l'IA, c'était moi qui étais à la manœuvre. Donc, c'est très rapide, hein, c'est vraiment du copier-coller de base avec un repérage de tous les noms propres et élimination de tous les noms propres. Voilà. C'est très clair. Merci pour votre réponse. Nous sommes à 6 minutes de la fin. Peut-être que vous pourriez, les uns les autres, évoquer quelques mots de conclusion pour amener donc nos participants à investir cette problématique comme étant, donc, comme le disait Monsieur Hérin, comme vraiment majeure. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux personnes qui aujourd'hui nous écoutent et qui ont été attentifs à vos propos pour conclure? Stéphane? Je sais pas, Jonas avait dégainé le premier. Non, l'enjeu, il est surtout de ne pas laisser le train partir et de ne pas lâcher les wagons, et c'est surtout et emmener tout le monde, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est surtout ça, c'est rassurer, c'est accompagner. C'est un élan on le voit, hein, qui touche tout le monde en ce moment. Il y a toutes les académies, tous les établissements s'emparent, hein. Il y a des comités IA un peu partout. J'étais ce matin avec un projet sur Dijon, une expérimentation très intéressante de formation à l'IA de jeunes de seconde dans un lycée justement international, hein, de Dijon, avec un axe sur les langues, pour Jonas, je ne sais pas si tu connais. J'étais aussi avec Strasbourg ce matin, où il y a un observatoire de l'IA qui se lance. Il y a beaucoup d'actions et d'activités qui se lancent. L'objectif à chaque fois, c'est rassurer, accompagner et emmener tout le monde. Et surtout, c'est garder, maintenant on va lancer un cadre des usages.
Derrière, il va y avoir aussi des actions de formation qui existent déjà en académie, hein, dans les territoires, on l'a vu dans les établissements et à toutes les échelles. Mais l'objectif, c'est vraiment emmener tout le monde. Et je disais aussi tout à l'heure, c'est les élèves, les enseignants, les cadres et tous les agents. Et derrière, c'est aussi amener les parents, parce que les parents sont aussi les médiateurs entre nous et les élèves pour la partie qui est à la maison. Et c'est justement avec eux qu'on va pouvoir travailler ce pacte, hein, entre guillemets, de coéducation pour réussir justement ce passage avec l'IA, qui est une vraie révolution, hein. J'insiste aussi sur ce qu'a dit Jonas Hérin, c'est un moment qu'il ne faut pas louper. Voilà, et ce n'est que le début du changement. Pour l'instant, on a des outils qui sont puissants parce qu'ils brassent un nombre considérable de données, mais sont tout de même assez simples dans le principe de leur fonctionnement. Et on annonce des évolutions technologiques assez rapides d'ici la fin de l'année civile, avec la possibilité d'accéder à des outils qui réaliseront des opérations bien plus nombreuses et bien plus complexes, sans que nous ayons nécessairement décidé de toutes les opérations intermédiaires qui devront être réalisées par la machine. Et ça m'amène à dire que on a une première ligne d'arrivée, c'est 2029. 2029, il y aura le premier test PISA qui évaluera la littératie de l'IA, avec des tests qui donc demanderont aux élèves de débusquer les usages de l'IA et surtout de dire s'ils sont en mesure de le faire ou pas, et d'expliquer pourquoi, et ensuite d'avoir la possibilité pendant le test de recourir à une IA interne au test qui permettra à l'élève de réaliser un certain nombre d'opérations pour aller vérifier par exemple une source ou vérifier une information ou croiser une information ou compléter un document, et ensuite d'expliciter le processus. Donc on est vraiment dans un changement de logique, dans un renversement complet du rapport au savoir. On va entrer par la compétence pour construire du savoir, si je peux le formuler ainsi, c'est-à-dire qu'on change totalement la posture pédagogique, et je crois que c'est une chance pour des systèmes éducatifs qui, dans leur grande majorité, arrivent un peu au bout des solutions qu'ils cherchent pour répondre à la diversification des profils des élèves et à une société qui, dans l'ensemble, manque de cohésion. Et l'école ne peut pas tout, et ces outils nous amènent peut-être d'autres clés pour essayer de trouver de nouvelles réponses, et surtout pour soutenir nos enseignants, parce que c'est devenu un métier incroyablement complexe et difficile. Tous les métiers face publique le sont. Ceux qui sont dans les établissements scolaires, les métiers d'enseignants et de chefs d'établissement le sont tout particulièrement, et je crois qu'avec ces outils, à condition de se concentrer sur les besoins et pas sur les outils, sur les besoins des acteurs, je crois qu'on dispose là d'une promesse, d'une nouvelle réponse à des besoins et des expressions qui sont de plus en plus complexes, et des défis complexes à relever en tout cas. Merci. On va pouvoir écouter Charlie. Ouais. Non, mais j'allais juste dire tout simplement qu'en effet, il est important de se former et de demander des formations. En effet, et c'est en passant par d'abord la culturation, donc la création du socle commun, et ensuite par la formation de proximité, hein. Je rappelle juste que les formations sont des vrais temps de discussion et d'échange qui sont importants pour accompagner le changement. Et donc, il faut vraiment suivre le cycle de formation jusqu'à l'appropriation. C'est ce qui serait quand même le mieux. Voilà. Mesdames les chefs d'établissement, souhaitez-vous dire quelques mots avant de nous quitter? En tout cas, il est 31. Je vous remercie infiniment tous pour votre présence cet après-midi. Mais Madame Chape ou Madame Martorell, si vous souhaitez intervenir.
Moi, le dernier mot serait juste quelque chose qui me revient souvent d'un ancien recteur de l'Académie de Versailles qui disait souvent aux chefs d'établissement, et à cette époque-là, l'IA n'existait pas encore ou n'était pas encore au stade d'aujourd'hui, il disait « soyez audacieux ». Messieurs, mesdames les chefs d'établissement, si vous êtes sur votre poste, c'est surtout parce qu'on attend de vous que vous soyez des fonctionnaires audacieux. Et cette phrase, elle est plus que jamais d'actualité. Testons, essayons et soyons audacieux avec nos équipes. Voilà, je rejoindrai ma collègue aussi. Moi, j'y vois aussi une opportunité dans des contextes locaux d'expérimenter parce qu'on a aussi des métiers où on doit trouver des solutions locales. Et voilà, et c'est vrai que cette audace, cette expérimentation, moi, j'y vois une formidable aussi opportunité en termes d'animation de collectif. Voilà, en tout cas, merci. Merci pour ces dernières belles paroles qui nous ont mobilisés. Merci à chacun, aux participants en ligne et au plaisir de vous suivre donc sur nos réseaux à travers nos ressources que nous publions et à travers donc ce GTNUM qui mobilise donc un travail commun à travers plusieurs académies et partenaires et du monde éducatif. Très bonne continuation à chacun et au plaisir. Merci.